Bienvenue donc pour cette dernière table ronde de la journée autour de la thématique et de la réflexion commune que nous allons avoir pendant une petite heure et demie autour de la gastronomie à l'heure des régimes sans. Alors, je me suis entourée d'experts pour nous apporter quelques éclairages, éléments de réflexion autour de cette thématique. Je me prénomme moi-même Julie Capel, je suis diététicienne, chef de projet du réseau régional OB-Centre, un réseau de prise en charge de l'obésité au CHU de Tours. Et donc, j'essaierai d'assurer la modération de cette table ronde et surtout d'être maître et gardienne du temps pour que l'on puisse finir en temps et en heure et surtout vous donner la parole sur les 20 dernières minutes de cette table ronde. Alors, je suis accompagnée de Xavier Ignolin. Xavier, donc, bonjour, qui est caviste d'une cave qui a été ouverte début 2024. C'est ça, donc c'est une cave qui est dédiée au sans-alcool à Tours. J'ai ouvert fin janvier. Donc, voilà. Et qui s'appelle Au Colibri, donc n'hésitez pas à y passer. Merci Xavier. Donc toujours à ma gauche, Sophie de Rénal, vous êtes directrice marketing à Nutri Marketing, qui est spécialisée dans l'innovation alimentaire et la communication à Paris. Bonjour à tous. Merci de votre présence. À ma droite, Faustine Régnier, vous êtes chercheur, sociologue, vous travaillez donc à l'Université Paris-Saclay et à l'INRAE. C'est ça, bonsoir. Et pour terminer, Jean-Louis Schlinger, vous êtes professeur honoraire, ancien chef de service de médecine interne et nutrition du CHU de Strasbourg. Bienvenue parmi nous. Et nous excusons Jean-Thomas Schneider qui était affiché sur le programme, qui malheureusement ne pourra pas être présent pour des obligations professionnelles. On va pouvoir débuter. Alors, quelques propos introductifs avant de donner la parole à mes invités. Le sans gluten, le sans lait, le sans lactose, le sans viande, sans sucre, sans huile de palme, et pourquoi pas le sans rien, puisque la mode bat son plein en lien avec les jeunes en tout nom, et vous en avez entendu parler. Alors, l'idée est de se poser cette question de jusqu'où pouvons-nous aller dans le sans se perdre. Alors, on va essayer de comprendre les enjeux autour des régimes sans et l'influence que ceux-ci peuvent avoir sur la gastronomie, sur notre façon de nous nourrir. Et bien sûr, on va essayer de comprendre tous ces éléments et ces enjeux au prisme à la fois de la médecine, de la sociologie, de l'industrie et de la consommation. Alors, je vous propose tout d'abord de pouvoir comprendre cette question des régimes sans du point de vue médical, finalement. De quoi parle-t-on quand on parle d'un régime sans? Alors, Jean-Louis, je vais vous laisser essayer de tenter de répondre à cette question et nous apporter en tout cas votre vision sur cette thématique, cette question des régimes sans. Oui, c'est effectivement un problème important puisque... Il faut bien parler dans le micro. C'est effectivement un problème important puisque, a priori, tous les éléments sont comestibles, il n'y a pas de raison de les exclure. Alors, est-ce que exclure des aliments a un sens en termes de santé? Je suis dubitatif. Il faut parler beaucoup plus près du micro. Encore plus près du micro, d'accord, très bien. Est-ce que exclure un aliment a un sens en termes de santé? Je ne suis pas certain. Point de vue économique, probablement pas. Et c'est simplement rappeler que nous sommes des mangeurs de tout. C'est-à-dire que nous sommes omnivores. Notre physiologie est faite pour manger de tout. Les seules choses que nous ne pouvons pas assimiler, les seuls aliments que nous pouvons pas assimiler sont les légumes, sont les herbacées, c'est-à-dire qu'on peut les consommer à cause de leurs fibres, mais ils n'apportent rien d'un point de vue énergétique, contrairement par exemple aux ruminants. Là, effectivement, nous sommes du... Mais autrement, aujourd'hui, il faut dire haut et fort que l'homme est omnivore depuis le début de son histoire. Alors, on a décrit le cueilleur, le chasseur, le charognard, d'accord, mais l'homme s'est toujours arrangé pour avoir une disposition de son alimentation. C'est comme ça qu'il a inventé la culture, l'élevage, et finalement, aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on lui reproche. Il faut bien dire qui est ce qui est, parce que l'élevage, Dieu merci, il y en a encore quelques éleveurs, de moins en moins, d'autant plus que c'est des pollueurs, et en plus de cela, c'est des anti-écologistes, puisqu'ils produisent des gaz à effet de serre à foison. Bref, est-ce que
un régime sans a du sens. Alors, il faut bien dire que pour moi, médecin, j'ai beau chercher, ça n'a pas beaucoup de sens. Manger, c'est se nourrir. On peut se nourrir avec tous les aliments. Manger, c'est aussi avoir un certain plaisir. Et puis, c'est aussi la convivialité. Or, je doute qu'on ait beaucoup de plaisir à manger sans, puisqu'on exclut une part de ce qui apporte du plaisir. Je ne pense pas qu'à l'alcool. Hein. Et puis, d'autre part, je doute que manger sans facilite la convivialité. Hein, quand vous avez autour d'une table 4 ou 5 personnes qui chacune fait l'exclusion d'un type d'aliment, ça devient complètement invivable et asocial. Donc, le paysage, ce que j'appelais le paysage des exclusions alimentaires, se scinde en 3 parties. Il y a des exclusions par nécessité. Ce sont des nécessités médicales. Et je vais citer le gluten, mais pour des raisons strictement médicales, chez des patients qui ont une maladie qui s'appelle la maladie cœliaque. C'est une maladie qui a un pic de fréquence chez le petit enfant et un pic de fréquence chez les adultes de 50, 60, 70 ans. C'est une acquisition relativement récente. Ensuite, l'exclusion du lait. On en reparlera parce qu'il y a des adversaires du lait. Comment peut-on boire du lait? Eh bien, c'est vrai qu'il y a des maladies où il ne faut pas boire de lait. La première, c'est l'allergie aux protéines du lait de vache. Et autrement, vous avez aussi une maladie qu'on appelle la galactosémie, ou encore une anomalie enzymatique qui est la lactasémie, c'est-à-dire que nous sommes dépourvus, ces personnes sont dépourvues des enzymes qui permettent de digérer le lait. Alors on nous dit, mais oui, d'accord, mais les adultes ont peu de lactase. C'est vrai, ils en ont moins, et il suffit pour compenser cette relative carence en lactase chez un adulte, il y a une tolérance de l'ordre d'un bol de lait par jour. Donc, ce n'est pas sans lait. Enfin, il y a peu de gens, peu d'adultes qui boivent un bol de lait par jour actuellement. Ensuite, il y a des intolérances caractérisées, c'est-à-dire qu'on met le doigt sur une intolérance. C'est l'allergie, tout simplement, mais aussi certaines intolérances particulières. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler un peu. L'alcool. Alors l'alcool, effectivement, l'alcool est interdit au cours de la grossesse. Il est interdit chez les enfants et les adolescents, et Dieu sait s'ils n'en profitent pas. Il est interdit chez les conducteurs de machines. Et il est interdit chez les anciens buveurs excessifs. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'interdictions là, mais qui sont justifiées. Ensuite, vous avez les interdictions ou les exclusions volontaires. Et on retrouve le gluten, aucun sens. On retrouve le lait, a priori, pour le nutritionniste, aucun sens. On trouve la viande et les aliments d'origine animale. On y reparlera un petit peu. Alors, vous avez cité l'huile de palme, pourquoi pas, mais c'est une question d'idéologie, tout simplement, on peut en discuter. Ou alors, on peut exclure des tas d'aliments, ou alors avoir une méfiance tellement importante vis-à-vis de la plupart des aliments, leur origine, leur process de fabrication, les additifs, etc., qu'on aboutit à une maladie, une véritable maladie, qui consiste à manger la trouille au ventre, qu'on appelle l'orthorexie. Ce n'est pas l'anorexie, mais c'est l'orthorexie. Ce sont les gens qui sont tellement suspicieux face à l'alimentation qui finissent par avoir une alimentation complètement aberrante. Et enfin, il y a la prescription. Dans un certain nombre de cas, on fait non pas des exclusions alimentaires, mais des restrictions alimentaires. Les régimes dont on parle toujours, notamment dans le cadre de l'obésité, il ne s'agit pas d'exclure, il s'agit de restreindre. Alors là, on a effectivement restreindre le sel, le sucre, les graisses, etc. L'exclusion de la chair animale. Alors c'est très à la mode, hein, c'est très branché, ça actuellement, les végétariens, et puis une autre catégorie que je mets complètement à part, qu'on appelle les végétaliens ou les véganes. Alors les végétariens sont des gens qui peuvent vivre tout à fait normalement, à condition d'avoir des sources alimentaires multiples. Et c'est le fond même de la santé alimentaire que d'avoir une diversité des sources alimentaires. Alors quand on exclut la chair animale, eh bien on peut effectivement remplacer par une composition alimentaire un petit peu intelligente, en associant différents types de céréales, de végétaux, de féculents, on peut parfaitement remplacer ce qu'apporte spécifiquement la viande. Ce qu'elle apporte spécifiquement, c'est des protéines. Vous en trouvez dans les produits laitiers, par exemple. Un végétarien, en principe, peut consommer du lait sans problème, ou des produits laitiers. Le fer, eh bien, dans les légumes, dans un certain nombre d'aliments, il y a du fer en moins grande quantité et moins bien assimilable que le fer de la viande, mais il y en a. Et donc vous avez différents procédés végétariens. Vous avez les végétariens qui ne mangent que des aliments
n'apportant pas de chair animale, c'est-à-dire ni poisson, ni viande, ni charcuterie d'aliments transformés, mais qui par contre devraient manger du lait, des œufs, des produits laitiers, et c'est ce qu'on appelle le régime lacto-ovo-végétarien. Ce régime lacto-ovo-végétarien ne pose aucun problème d'un point de vue de la santé. Vous avez des gens qui ne mangent pas de viande, mais qui mangent du poisson. C'est les pesco-végétariens. Et puis vous avez des gens qui disent « moi je suis végétarien, mais de temps en temps je mange de la viande ». Alors ils mangent de temps en temps à certaines occasions, notamment conviviales, ou quand ils craquent, parce qu'il y en a qui aiment la viande. Et ça, c'est ce qu'on appelle les flexitariens. Et alors à côté de ça, vous avez une espèce particulière qui sont les véganes, les végétariens. Alors eux, ils font l'impasse sur tout ce qui vient du monde animal, y compris le miel, y compris bien sûr les œufs, le lait, etc. Alors ces gens-là sont systématiquement en carence parce que le règne animal nous apporte quelque chose que le règne végétal ne contient pas, c'est la vitamine B12. Apporte également du zinc, en quantité relativement... Le règne animal apporte du zinc en quantité importante. Il y en a très peu chez les gens qui sont strictement végétaliens. Et donc, personnellement, végétalien, c'est une profession de foi, c'est une profession, c'est un engagement personnel, idéologique, qui n'est possible que si on se complémente. C'est-à-dire que si on prend, notamment, de façon obligatoire, la vitamine B12. Ça, il faut le savoir. Alors moi, je n'appelle pas une alimentation équilibrée, une alimentation qu'il faut, de principe, complémenter, puisqu'elle est carencée. Ensuite, vous avez ce que j'appelle la croisade anti-lait. Alors cette croisade anti-lait, elle est née au début des années 2000. On ne sait pas très bien d'où ça vient. Des États-Unis, bien sûr, mais pas seulement, avec des grands homicides et des grands missionnaires de la chose, un journaliste scientifique notamment, qui a écrit des livres là-dessus. Et puis aussi, un personnage que j'ai un peu connu, qui est assez curieux, c'est un immunologiste de haut vol, qui a travaillé notamment sur les histogroupes tissulaires avec le professeur Dosset, qui était prix Nobel. Eh bien, ce monsieur, on ne sait pas pourquoi, un jour, il a décidé d'écrire un livre contre le lait. Et il a écrit un livre anti-lait. Pourquoi ? Pour soigner, et notamment pour soigner des maladies inflammatoires, notamment le rhumatisme inflammatoire qu'on appelle la polyarthrite rhumatoïde. Alors, on a fait des essais, ça ne marche pas, je peux vous le dire. Mais enfin bref, il y a des croyants. Et là, on tombe dans le domaine de la croyance. Alors pourquoi est-ce que le lait, il faut l'exclure ? Alors pour toutes sortes de bonnes raisons, notamment des allégations, des croyances. On se focalise sur des faits qui sont interprétés à contrario. C'est-à-dire, on dit, oui, vous voyez bien, c'est là. On dit par exemple que dans le lait, il y a des facteurs de croissance et donc que ça va favoriser les cancers. C'est totalement faux. Il y a des facteurs de croissance, mais d'abord, ils ne sont pas absorbés, ils sont transformés, et on n'a jamais mis de relation entre la consommation de lait et le cancer. Au contraire, c'est protecteur. Quand vous buvez du lait, quand je dis boire, c'est consommer des produits laitiers et boire du lait. Quand vous prenez des produits laitiers et que vous buvez du lait, eh bien, vous faites moins de diabète, vous êtes moins obèse. C'est quand même curieux. Alors, on nous dit, oui, mais finalement, les hommes sont les seuls à boire du lait après le sevrage. Il n'y a pas un animal dans la création qui boit le lait de sa mère après le sevrage. D'ailleurs, sa mère n'a plus de lait. Et puis nous, on obtient du lait comment ? On obtient du lait de façon industrielle par l'élevage. C'est une industrie, c'est insupportable. Ensuite, on a démontré qu'on disait que le lait est intéressant parce qu'il contient du calcium. Du calcium, il y en a partout ailleurs. Il y en a dans l'eau potable, l'eau du robinet. Ça dépend où vous habitez, mais il y en a pas mal. Il y en a dans les légumes, il y en a dans les fruits, il y en a un petit peu partout. Sauf que l'assimilation, c'est comme pour le fer dans la viande, l'assimilation du calcium des produits laitiers est 3 à 4 fois meilleure que l'assimilation du calcium d'autres sources. Alors on dit oui, mais moi je prends du lait d'amande, je prends du lait de soja. Mais ça, c'est pas des laits, c'est un abus de langage. C'est pas du lait, c'est absolument pas la composition du lait. Le lait, c'est le lait des animaux, je suis désolé, ou de la mer, qui est un animal merveilleux. La mer qui est un lapsus terrible, qui est un aliment extraordinaire. Donc, le lait n'est pas dangereux pour la santé, c'est démontré. Et les gens qui veulent exclure le lait, c'est pour des raisons que je ne comprends pas et qui sont argumentées pourtant, mais qui sont argumentées de façon fallacieuse. Ça fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les fakes. Il y a 3 vraies raisons de ne pas boire du lait. La première, c'est d'avoir une aversion vis-à-vis du lait. Ça existe. L'aversion alimentaire, ça existe pour beaucoup de choses. On parle des épinards, par exemple, pour les enfants. Mais je suis de Bruxelles, etc. Il y a des aversions. Ces aversions, il ne faut pas les brusquer, il ne faut pas aller au-delà. Il faut les respecter, il faut les contourner. La deuxième raison, c'est l'allergie vraie aux protéines de lait de vache. Il y a des enfants qui font des allergies aux protéines du lait de vache. C'est comme ça.
Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'intolérance au lactose. J'ai parlé tout à l'heure des alactasémies. Dans le lait, le sucre du lait, c'est un lactose. Ce lactose est digéré par une lactase dont l'activité diminue au fil de l'âge. Chez les personnes adultes et puis chez les personnes plus âgées, il y en a moins. Mais il y en a toujours suffisamment pour tolérer, d'une part, les produits laitiers qui, le plus souvent, ne comportent presque pas de lactose. Dans le yaourt, il n'y a presque pas de lactose. Dans le fromage, il n'y a pas de fer, mais il n'y a pas de lactose. Et donc, c'est un faux problème. Enfin, il y a la diabolisation du gluten. Alors ça aussi, ça nous est tombé dessus comme ça. Le gluten, on connaissait. Alors, il y a des gens de l'INRA, notamment, nous ont dit que les pains contiennent de plus en plus de gluten parce que... Les blés, les blés, oui, les blés contiennent de plus en plus de gluten, et donc c'est pour ça qu'il y a des maladies cœliaques, c'est pas vrai. Donc la gluténine ou la gliadine forment des complexes dans les céréales, le blé, le seigle, l'orge, donc pas de bière, je pense aux boissons alcoolisées, pas de bière maltée, et peut-être l'avoine, je dis peut-être, probablement pas d'ailleurs. Eh bien, ce gluten est absolument nécessaire à la panification. Vous ne pouvez pas faire du pain sans gluten. Ou alors, il faut trouver des succédanés chimiques. On en a un petit peu, on en a quelques-uns. Mais ce gluten est indispensable à la panification qui fait partie de qui est un marqueur de notre civilisation, il faut bien le dire. Eh bien, ce gluten est strictement interdit dans la maladie cœliaque. Il ne faut pas en consommer plus de 50 mg par jour, en sachant que nous, on en consomme en moyenne environ 12 grammes, 12 à 15 grammes. Donc pas plus de 50 mg. Autrement dit, il faut exclure tous les aliments qui contiennent du gluten, à commencer par les céréales que j'ai citées, mais aussi un tas d'aliments industriels, parce que les industriels utilisent le gluten qui a des propriétés de viscosité intéressantes. Donc, il faut vraiment, là vous avez le sigle de l'association des patients atteints de maladie cœliaque, il faut vraiment exclure absolument le gluten. Mais il n'y a pas d'autre situation véritablement démontrée où il faut exclure le gluten. L'exclusion du gluten n'a aucun effet sur la santé chez les gens en bonne santé, n'a aucun effet sur le bien-être, et j'ajoute, n'a aucun effet sur la performance sportive, puisque l'un de ceux qui a été le vecteur médiatique du régime sans gluten, c'est un monsieur qui s'appelle Djokovic, qui a dit « Depuis que je suis au régime sans gluten, je gagne ». Bah oui, donc les autres se sont mis au régime sans gluten, parce que chaque sportif veut gagner, c'est son métier. Alors il y a la croisade anti-sucre, je ne dirais pas grand-chose. Moi j'ai vécu la croisade anti-gras. Maintenant c'est anti-sucre. Alors quand on parle d'anti-sucre, on parle de l'excès de sucre ajouté, de sucre simple. Et la cible, c'est le soda. Ça vient des États-Unis. Le Coca-Cola est le porte-flambeau de la chose. Il a contourné le problème, puisque maintenant il nous fait du Coca Light, mais enfin, cet apport en sucre par les sodas est absolument considérable, notamment aux États-Unis. Et en France, c'est vrai que la lame de fond est en train de nous submerger et il faut vraiment réagir. Donc, il ne faut pas exclure le sucre, mais il faut réduire le sucre. Il n'y a aucune raison de boire un soda sucré à table. Aucune raison. Ça peut être une boisson festive de temps à autre, mais il n'y a pas de raison que nos enfants boivent ça. Donc le régime sans sucre, non. Le régime sans sel, etc. En conclusion, pas d'exclusion alimentaire qui ne soit argumentée par des causes médicales, mais respecter les gens qui font des exclusions pour des causes idéologiques, à condition qu'ils ne se mettent pas en danger. Quand je dis idéologique, c'est spirituel, c'est écologique, c'est éthique, etc. Les régimes sans malmènent inutilement l'équilibre alimentaire. Il n'y a pas de raison. Notre base en termes de santé alimentaire, c'est la diversité alimentaire, c'est ce qu'on appelle l'équilibre entre les différents aliments. Trop d'exclusion tue le plaisir. Moi, je trouve que c'est dommage, mais ça fait partie de la thématique, vous nous en parlerez. Et enfin, le simple bon sens et la science s'allient pour dire que les régimes d'exclusion systématique sur des bases non médicales n'ont pas de sens d'un point de vue médical et de la santé. Voilà, j'espère n'avoir pas trop dépassé un tout petit peu. Merci Jean-Louis. Alors, on est tous convaincus du bien fondé de ces propos scientifiques, sourcés, médicaux. Néanmoins, on sait à quel point on agit parfois sous influence et on a beau avoir en tête tous ces éléments.
eh bien, on va quand même dans une autre direction. Alors j'aimerais qu'on essaye de comprendre, eh bien, peut-être avec Faustine et avec Sophie, quels sont les facteurs d'influence. Alors on a parlé de Joko, on a parlé de mouvements, de tendances, de mode. Quels sont les facteurs d'influence externes qui amènent un consommateur eh bien, à se mettre dans un régime sain, quel qu'il soit, autant sur un versant sociologique que marketing, quelle place vont prendre peut-être aussi les réseaux actuels, en tout cas pour porter cette thématique. Faustine, peut-être pour débuter avec l'éclairage sociologique. J'y vais. Alors, j'ai pas de diapo, donc il va falloir que je sois très très claire et très pédagogique. Mais voilà, moi je vais apporter quelques éléments de mise en contexte. Alors c'est pas exhaustif, j'aurai pas le temps, mais pour essayer de comprendre pourquoi on a vu circuler à ce point-là les régimes sans. Alors Jean-Louis nous a indiqué la diversité, mais tous ont eu à un moment ou à un autre un écho extrêmement fort. Donc moi je vais évoquer rapidement 4 facteurs, en partant tout d'abord d'un paradoxe, d'une société où finalement on mange quand même de façon plus sûre qu'autrefois. Et malgré tout, on éprouve le besoin, pour se protéger, pour se rassurer, d'éliminer des aliments. Le deuxième point, et là c'est plus logique, c'est qu'on a vu se multiplier les scandales et les crises alimentaires. Et donc ça a accru là où c'est à l'origine d'une très très grande méfiance des consommateurs à l'égard de ce qu'ils mangent. Troisième facteur que je vais un petit peu détailler, c'est la tension qui est croissante. Alors, ce n'est pas nouveau, mais c'est croissant, qui est portée à l'alimentation comme facteur de santé, mais aussi comme facteur de risque potentiel. Et puis, dernier point, c'est la place nouvelle qui est prise par l'environnement à travers nos choix alimentaires. Et donc ça, me semble-t-il, ça permet pas forcément d'expliquer complètement, mais de mieux comprendre pourquoi on a ce succès des régimes sans aujourd'hui. Donc, les 2 premiers points que je voulais évoquer, c'était partir d'une forme de paradoxe, en fait, puisqu'on est dans une société, alors certes, le 21e siècle est bien entamé, mais le 20e siècle a quand même conduit à une augmentation de la qualité sanitaire et nutritionnelle des aliments. Tout ce qui était intoxication, infection bactérienne, la listériose, etc., ça n'a pas disparu, mais ça circule beaucoup moins qu'auparavant. Donc d'une certaine manière, nous pourrions être rassurés. Et ça accroît le fait que les régimes sans n'auraient finalement pas tant de sens que ça. Ça, c'était une forme de paradoxe. Un autre élément, c'est un point de tension, qui est qu'on est dans une société d'abondance alimentaire, alors très inégalement répartie, je vous l'accorde, et la table ronde précédente l'a bien montré, me semble-t-il. Mais la nourriture est accessible au plus grand nombre, à faible coût, et donc on a une diversité de choix qui est inégalée. Et ça, c'est à l'origine aussi de l'augmentation d'un certain nombre de pathologies qui sont devenues des problèmes de santé publique, l'obésité, le diabète de type 2. Pour donner un chiffre, alors je n'ai pas du tout la mémoire des chiffres, mais ce qu'a montré l'Institut Montaigne très récemment, c'est qu'en 30 ans, le taux d'obésité, il a doublé chez les adultes, il a quadruplé chez les 18-24 ans. Donc on a là de vrais problèmes de santé publique. Et on peut se dire que ces régimes sans, dans cette société où les aliments sont disponibles d'une certaine manière de façon illimitée, c'est une façon de réintroduire des règles, de réintroduire des normes pour les consommateurs. Deuxième point, je surveille le temps, c'est ces crises alimentaires qui se sont multipliées et qui sont à l'origine d'une très très grande méfiance des consommateurs. Alors je ne vais pas lister, ça serait très très long de lister toutes les crises et tous les scandales qui sont, auxquels on a été confrontés. Mais la crise de la vache folle dans les années 90 a clairement été un tournant pour de multiples raisons. Il y a ensuite eu le poulet à la dioxine, les lasagnes à la viande de cheval. Le cheval n'avait rien à faire dans ces lasagnes-là. La découverte des polluants éternels dans les œufs, ça a été un autre point. Et puis très récemment, le mercure dans les boîtes de thon. Donc les crises sont là, elles se multiplient et les consommateurs, à juste titre, on peut le penser, sont de plus en plus méfiants. Ils sont de plus en plus méfiants et je pense que vous en parlerez tout à l'heure, Sophie, ils sont aussi beaucoup mieux informés qu'autrefois. Alors pour le meilleur et pour le pire, mais l'information circule de façon parfois complètement incontrôlable. En tout cas, ils sont mieux informés, ils sont mieux outillés et ils ont un pouvoir de contestation aussi beaucoup plus fort. Donc ils apprennent à se méfier de ce que contiennent les aliments et de ce qui pourrait être toxique, les conservateurs, les additifs, etc.
D'où le succès de ces régimes sans. Du côté de l'offre, et peut-être que vous en parlerez aussi, on sait bien que ce qui est labellisé sans, c'est un créneau porteur pour les industriels qui vont mettre en avant non pas ce que les produits contiennent en plus, mais ce qu'ils ont enlevé. Donc c'est un créneau du côté de l'offre qui est extrêmement porteur. Troisième point, j'avance, et j'irai rapidement, c'est pas très nouveau, c'est l'alimentation, voilà, il y a une dimension santé dans notre alimentation, c'est pas nouveau, mais on voit bien comment cet impératif de santé à travers nos choix alimentaires, c'est devenu une préoccupation croissante dans une société, on va dire, relativement riche. Et la santé, c'est aussi pour certaines la minceur. La minceur, c'est pour beaucoup le critère de l'excellence corporelle. Là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais on voit bien comment, au cours du XXe siècle, ça a pris une ampleur croissante. D'où le succès des régimes que vous évoquiez, sans graisse, sans sucre, sans hydrates de carbone, féculents. Sans rien, sans rien aussi. Voilà. Et puis, dernier point, c'est beaucoup plus simple, c'est la question environnementale. Donc, parallèlement à la quête de santé à travers l'alimentation, on voit très bien que la sensibilité des consommateurs à l'impact environnemental de leur choix alimentaire, elle est beaucoup plus forte qu'elle ne l'était autrefois, que l'alimentation s'est perçue comme un levier qui est tout à fait central dans la transition écologique, et que dans ce contexte-là, où on est plus sensible à l'impact environnemental de nos choix alimentaires, on voit que de nouveaux modes de vie, de nouveaux types de consommation sont promus. Vous évoquez le sans viande, et là c'est très clair, et je trouve que c'est extrêmement intéressant. La viande, qui était jusqu'à très récemment valorisée pour ses qualités nutritionnelles, en quelques années, a été mise à l'index pour son impact sur l'environnement, puisque ce serait l'aliment qui aurait le plus fort impact sur l'environnement. Et ce qui est très intéressant dans le cas de la viande, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, c'est qu'on voit comment sur cet aliment-là, on a un cumul des enjeux de santé, puisque c'est 2015 l'OMS qui lance l'alerte, la consommation excessive de viande et de charcuterie serait probablement cancérogène, donc des enjeux nutritionnels et des enjeux écologiques, puisque c'est la viande qui a l'impact environnemental le plus fort. Voilà pour quelques éléments qui n'épuisent pas tout, on peut en parler. Et qui nous permettront d'ouvrir aussi la discussion avec vous en seconde partie. On va se tourner vers Sophie pour avoir l'éclairage peut-être plus marketing et quelle place ont pris les médias aussi dans la promotion des régimes sans. De votre point de vue, du point de vue Nutri-Marketing, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ? Juste avant, je vais juste compléter pour la viande. Il y a aussi le côté bien-être animal qui rentre en compte de la part des consommateurs. Alors les consommateurs, face à tous ces régimes qui ont été évoqués, il en manque sûrement. Enfin, disons qu'il y a des régimes type paléo ou keto qui prônent plus de protéines, alors que je parle sous contrôle des nutritionnistes. A priori, dans la moyenne, on en consomme largement assez déjà. Il faut se mettre à la place du consommateur, en fait. Voilà. Et d'abord, je ne mettrai pas tous les 100 dans le même panier, si je peux me permettre, puisqu'effectivement, il y a des choses il y a des effets de mode, et puis il y a des choses qui sont peut-être plus documentées derrière. Forcément, le consommateur, il n'a pas la connaissance d'un nutritionniste, il n'a pas la connaissance d'un scientifique, il n'a pas la connaissance même d'un industriel de l'agroalimentaire. Et donc, il doit faire confiance à peut-être des médias, peut-être des sportifs, peut-être Lady Gaga, qui a fait un régime aussi qui a été très suivi par ses fans. Et donc, il fait avec les moyens d'information qu'on lui communique. Moi, je dis toujours, quand j'enseigne aux étudiants le marketing, je dis, essayez de vous trouver dans votre entourage quelqu'un qui est quelqu'un de standard. Moi, personnellement, je prends ma belle-mère. Et donc, elle a un niveau de connaissance en nutrition qui me semble valable pour moi, pour essayer de lui faire... Voilà, à moi de travailler pour qu'elle comprenne le message que je veux lui faire passer. Et dans les régimes, c'est un peu ça aussi, parce que comme vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, tout et n'importe quoi a été dit. Sur le lait, le lait, ça provoque de l'arthrose, ça donne le cancer. Il y a eu des choses dingues de raconter là-dessus. Donc là, l'idée, c'est vraiment
d'arriver à faire passer un vrai message au consommateur. Et le consommateur, il est complètement perdu au milieu de tout ça. Parce qu'il y a la diabolisation par les médias du sucre en ce moment. Ça a été le gras, effectivement, vous l'évoquiez. Il y a eu le sel aussi. Hein. Je me rappelle, c'était Bernard Kouchner qui était notre ministre de la Santé dans les années 2002. Et voilà, on a demandé, parce que le sel est lié à l'hypertension, et donc il fallait réduire de 5% le sel dans le pain tous les 10 ans. Donc il y a effectivement un effort de l'industrie agroalimentaire qui a été demandé, qui a été pour la plupart du temps réalisé. Et donc effectivement, ces régimes sans, en fait, d'après une étude de l'UFC Que Choisir, c'est 14% de la population qui suit un régime sans. Donc bon, c'est relativement ciblé. Et puis, effectivement, des effets de mode, des effets de réseaux sociaux aujourd'hui qui vont encourager tel ou tel, des effets de, effectivement, de développement durable. Il y a la santé, il y a le bien-être animal. Pour ça, c'est pour les régimes sans viande, sans vegan. Mais il y a tout le reste, quoi. Le sans gluten, effectivement, ça touche 1% de la population et ça a explosé parce que Djokovic, parce que Lady Gaga, parce que je ne sais plus lesquels autres. Et on a vu surtout l'industrie agroalimentaire s'engouffrer dedans et tout le monde a sorti son... Barilla a sorti ses pâtes sans gluten. Tout le monde est rentré dans le truc. Au moment du bio, où ça a explosé le bio, est-ce que le bio est meilleur pour la santé? Pour la planète, sûrement. Pour la santé, c'est rien n'est prouvé aujourd'hui. Et donc, il y a que même la nanette est passée bio. Il y a à peu près que le Nutella qui n'est pas passé bio. Aujourd'hui, même le Nutella est passé végétal. Donc, il y a un engouement derrière des marques. Il faut les comprendre. Ils essayent d'innover. Ils essayent de répondre aux attentes des consommateurs ou de ce qu'ils pensent être les attentes des consommateurs. Et donc, effectivement, il y a ce marché qui se développe du sang parce que ça permet d'innover et qu'aujourd'hui, ce que vous allez manger dans 5 ans, il y a 50% de ce qui se trouve dans les supermarchés qui vont disparaître et il y a 50% de produits nouveaux qui seront sur vos étals dans 5 ans. Ça veut dire que si vous êtes une industrie agroalimentaire et que vous n'innovez pas, vous allez disparaître du marché. Voilà. 50% des produits qu'on consommera dans 5 ans n'existent pas encore. Donc, on est obligé. Et donc, on essaye d'innover pour répondre aux attentes des consommateurs. Les consommateurs, c'est ma belle-mère. Bon, ma belle-mère, elle n'est pas trop dans les régimes sans, pour tout vous dire, surtout pas le sans alcool. Mais j'adore ma belle-mère. Rigolez pas, j'adore ma belle-mère. Et donc, il faut comprendre le consommateur. Et pourquoi? Parce que voilà, il n'a pas un médecin qui va aller lui raconter tout ça. Il ne va pas forcément se renseigner auprès des bonnes personnes. Et forcément, le consommateur, il va falloir... Et les gens de marketing essayent de leur vendre ce qu'ils attendent. Donc, voilà, il y a un engouement qui va dans ce sens-là. Merci. Alors, on va essayer de mieux comprendre qui sont en fait ces consommateurs du régime sans. Peut-être se poser la question de est-ce que le régime sans il est particulièrement présent dans les pays développés? Est-ce que quand j'ai moins de diversité et d'accès en tout cas à une offre alimentaire diversifiée, est-ce que je me pose cette question de si j'ai enlevé quelque chose finalement quand j'ai peu, est-ce que c'est un questionnement qu'on va se poser? Et donc essayer de répondre à cette question finalement, est-ce que les consommateurs du régime sans, ce serait une catégorie de personnes plus aisées, plus éduquées? Est-ce qu'on retrouve une fracture, en tout cas sociale, dans les consommateurs, dans les adeptes des régimes sans? Je crois que Jean-Louis veut réagir. Je crois que d'un point de vue, effectivement, des classes socio-professionnelles, comme on dit couramment, des CSP, il y a un effet très sensible, c'est les jeunes diplômés. C'est quand même extraordinaire, qui sont le plus dubitatifs vis-à-vis de la science, alors qu'ils en sont d'une certaine manière issus, puisqu'ils ont été éduqués par elle, qui se méfient de tout, qui ont un avis sur tout, comme les enseignants autrefois. Nous, quand on avait des malades, ils savaient toujours tout, quand c'était des enseignants. Et bien là, maintenant, tous les Français, un peu cortiqués, sont nutritionnistes. Quand il y avait eu le Covid, tous les Français étaient infectiologues et épidémiologistes. Vous vous souvenez? Et bien là, maintenant, tous les Français sont nutritionnistes. Ils ont tous un avis sur tout. Alors, il faut dire que les médias jouent un rôle. Les réseaux sociaux jouent un rôle. On n'arrête pas de nous dire « Attention, attention, ça c'est mauvais. Dans l'eau, vous avez vu, dans l'eau du robinet, il y a tel et tel. Oh, c'est scandaleux, c'est insupportable. » Ce qu'il faut bien vous dire, vous l'avez bien dit, les toxi-infections alimentaires, j'ai des chiffres, tout récents.
En 1950, 15 000 personnes en France mouraient d'intoxication alimentaire. Mouraient, hein, c'est pas qu'ils étaient déclarés, mouraient. En 2013, on a les chiffres qui viennent de tomber. Officiellement, 150 personnes sont mortes d'intoxication alimentaire. Donc vous voyez qu'on a un rapport de 1 à 100, ça c'est intéressant, il faut le savoir. Mais ça prouve que quand vous mangez, le problème de l'intoxication ne se pose plus. En tant que bactérie, en tant que virus, non. Ce qui se pose, c'est ce qui est insidieux. C'est tous ces produits qui sont dans les aliments, on nous cache des choses, et ça intervient. Alors ça, il y a une méfiance de plus en plus forte, notamment dans les classes CSP+. Alors, eux ont des moyens, eux ont accès à la disponibilité alimentaire, et eux peuvent se permettre le luxe d'exclure. Alors que dans les pays en voie de développement, pour le moment, on est plutôt en pleine disponibilité, on mange tout, et on se jette sur tout. Mais ça va venir aussi. Donc ça, je crois que c'est un élément très important. Et puis ensuite, il y a des éléments idéologiques importants qui percutent chez les ados. Alors vous avez parlé du concept de la maigreur, de la minceur, il faut plus dire maigreur, mais minceur, d'accord. Mais il y a surtout un élément nouveau, la sensibilité alimentaire. Toutes les jeunes filles aujourd'hui veulent être vétérinaires. C'est quand même une vocation très affirmée. Non, je veux dire qu'il y a une notion de sensibilité alimentaire, de sensibilité animale qui est très très forte aujourd'hui. À juste titre, il n'y a pas de raison de maltraiter les animaux. Quand un paysan fait son job d'éleveur, est-ce qu'il maltraite les animaux ? Alors, il y a une autre vision des choses, c'est on exploite les animaux. Scandaleux. Et enfin, il y a la pollution. Vous avez dit effectivement que l'élevage est un gros pourvoyeur de gaz à effet de serre. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ce n'est pas autant qu'on le dit, parce que les ruminants éliminent beaucoup de méthane. Mais le méthane a une durée de vie à peu près 200 fois moindre que le dioxyde de carbone. Donc, vous voyez qu'il faut contrebalancer les choses. Hein. Mais pour réagir, allez-y, je continue. Oui, alors vous parliez de cet intérêt des catégories les plus aisées, enfin cette sensibilité des catégories les plus aisées pour les régimes sans. Ça descend jusqu'aux catégories médianes. Alors dans les études, je me réfère là aux études qu'on a faites à INRAE sur la perception du sans viande. Et on voit bien comment c'est quelque chose qui est assez valorisé dans les catégories aisées, pour des questions de santé, pour des questions d'écologie, mais aussi dans des catégories médianes pour diverses raisons. Mais c'est le ruissellement. Hein, et qu'inverse, oui, et on appelle ça diffusion sociale, nous. Processus de diffusion, c'était Bourdieu. Voilà. Et qu'inversement, dans les classes populaires, parce que vous parliez des pays en voie de développement, on a des classes populaires en France qui, forcément, sans être forcément pauvres, elles sont beaucoup plus réticentes à l'égard de ces régimes sans, et en particulier à l'égard d'un régime qui exclurait la viande. Et là, je trouve qu'il s'agit vraiment de respecter ces perceptions, parce que ne faire que promouvoir ou valoriser collectivement des régimes qui sont sans en même temps rendre plus accessible à une partie de la population, les classes populaires, des aliments qui présentent une caractéristique supplémentaire, locale, de saison, ou de qualité tout simplement. Moi, je pense que c'est un point de tension sur lequel il faut être vigilant. Sur le sans gluten, alors on n'a pas travaillé dessus directement, mais là je fais référence aux travaux, je vais citer les collègues, de Virginie Wolf, qui a travaillé sur les adeptes du sans gluten et qui montre bien comment ça se recrute principalement dans des catégories médianes, intermédiaires, diplômés, clairement, avec un niveau de vie relativement modeste. Hein, les situations de déclassement social en France se multiplient, et eux sont de très très grands adeptes du sans gluten. Donc on a vraiment des différences sociales extrêmement fortes. Et puis je voudrais rappeler aussi, quand même, je suis sociologue et je travaille avec beaucoup de personnes en situation de précarité. On peut aussi se poser la question de la décence à promouvoir des régimes qui sont sans, quand une partie croissante de la population mange sans, mais tout simplement sans argent ou sans accès à une alimentation de qualité. Donc peut-être aussi une attention à la façon dont on présente les choses. Voilà ce que je pouvais compléter, tout simplement. Juste pour rajouter, moi, c'est au niveau du marché, parce qu'on parle du sans gluten, on parle du végétal aussi, enfin du sans viande ou de sans produits animaux. Aujourd'hui, c'est quand même un marché de niche dans les deux cas. Aux États-Unis, le marché des alternatives végétales est en train de perdre 7 à 8% par an depuis 3 ans. Beyond Meat, c'est un peu écroulé. En France, ça stagne
complètement. Donc aujourd'hui, on parle quand même sur ces marchés du sang, de marchés de niche. On est d'accord, hein? Oui, bah, peut-être de niche. Peut-être Xavier, on va laisser la parole à Xavier. Est-ce que Oui, ces moi, je consommateurs, c'est ceux qui viennent chez vous, ceux qui ont été décrits? Oui, je confirme, c'est plutôt la classe médiane et au-dessus. Déjà, il y a un coût, et je reviens aussi sur le marché de niche. Le sans-alcool, on est à moins de 10% du marché des boissons en général. Ce qu'on vend le plus, bien sûr, c'est l'eau en bouteille. Les chiffres sont sortis il n'y a pas longtemps, en 2024. Ensuite, c'est le Coca-Cola. En troisième, c'est le Ricard. Voilà. Donc après, pour revenir au sans-alcool, de manière générale, les gens qui viennent sont des gens qui veulent avoir des produits un peu plus locaux, de manière faite un peu plus artisanale, entre guillemets. Donc forcément, c'est un coût supplémentaire parce que les coûts de production sont faits en petite quantité. Pour des vins désalcoolisés, il y a un process supplémentaire qui implique de l'argent. Donc voilà. Et combien coûte une bouteille d'alcool, de vin sans alcool, excusez-moi? Alors très cher, non. Mais ça va entre je dirais, en grande surface, si on veut des trucs pas très bons, on va aller à 4-5 euros. Après, on peut monter à 20 euros, mais une bouteille de vin traditionnel, on monte à des milliers d'euros aussi. Donc, c'est pas... Le prix est important, bien sûr, mais on parle... ce sont des... Comme on parle des gens qui sont intéressés par ce type de produit-là, ce sont des gens qui sont du milieu médian et supérieur et qui ont de l'argent pour ces produits-là. Après, sur des bouteilles... j'ai envie de dire sur des apéritifs, on est sur les mêmes tarifs que les spiritueux, voire parfois un peu plus cher, mais c'est 5 à 10% plus. Donc, sur les bières sans alcool, qui est le principal marché des boissons sans alcool, on est à plus de 60% des produits consommés sans alcool sont des bières sans alcool. On est sur des tarifs, je dirais, 7 ou 8% plus chers. Ça dépend des produits. C'est toujours pareil. Quand c'est des grands industriels, ils ont déjà des machines à désalcooliser, des machines qui sont faites, ça part en grande production, donc ça a forcément influé sur le prix. Mais oui, c'est forcément un peu plus cher. Mais pourquoi du sans-alcool? En dehors des catégories que je vous ai montrées, quelle est la clientèle qui se tourne vers le sans-alcool, qui pourrait boire de l'alcool? Alors, les jeunes, beaucoup. Alors déjà, en termes de statistiques, en France, c'est 14% de la population française ne dit ne pas consommer d'alcool. Ensuite, les jeunes de 18 à 25 ans montent à 24%. Les tendances sont faites que depuis 60 ans, la consommation d'alcool a été divisée par 2. Ça s'explique plus de manière sociétale, sociologique. Il y a aussi la santé avec l'alcool. Et les interdits. Donc, et les interdits, bien sûr. Influence américaine aussi, il y a une forme de, j'ai vu passer un article dernièrement, de puritanisation de la société, et l'alcool en fait partie. L'alcool en fait partie aussi. Et la religion aussi, d'une manière générale. Si je mets Non, je voudrais moi juste ajouter sur le sans-alcool. Là, on parle des régimes sans en général, mais on l'a compris, il y a des régimes sans qui vont être vraiment importants soit pour la santé, soit pour le développement durable, comme peuvent l'être effectivement moins de viande. En tout cas, c'est sûrement pas sans viande, on l'a bien compris, mais en tout cas moins de viande, ça pourrait être logique. Mais au niveau de l'alcool, par exemple, ou du moins de sucre ou moins de gras, il y a quand même ou moins de sel. Il y a des atouts pour la santé au niveau de l'alcool, notamment. Ce que je dirais sur tous ces régimes-là, c'est pour que ça fonctionne, pour que les produits lancés sur ces types de restrictions fonctionnent, de toute façon, il faut que ce soit bon. On cherche d'abord des aliments bons. Et or, en mixologie en ce moment, en mixologie sans alcool, il y a vraiment des choses extraordinaires qui se font avec des mixologues, comme avec des chefs qui ont cuisiné beaucoup du végétal. Et si le végétal redémarre... mais ce sera du végétal, ce ne sera pas forcément des alternatives à la viande, mais ça va être des légumes, des légumineuses, des céréales qui vont être cuisinées, parce que aussi,
On parlait de convivialité tout à l'heure. Quand vous avez des amis qui sont sans gluten ou vegan ou sans alcool et que vous avez quand même envie d'aller au restaurant avec eux, il faut qu'il y ait des solutions. Et ça, je pense que les chefs l'ont compris aussi. Moi, pour des raisons pas du tout idéologiques, mais j'ai fait une fois, pendant la période de carême, zéro alcool, mais tous mes amis étaient là en train de dire... On t'a invité ce soir, allez, juste une fois, prends un verre. Mais il y avait une pression sociale terrible parce que pendant 30 jours, j'ai essayé de faire, ou 40 jours, pardon, j'ai essayé de faire sans alcool. Mais comme le Dry January qu'il y a juste après les fêtes de Noël. Et là, maintenant, ils sortent, et je trouve ça génial, ils sortent des calendriers de l'après avec que des choses sans alcool pour le Dry January. 24 bouteilles d'alcool sans alcool. Et voilà, c'est juste... malin, d'un point de vue marketing, très malin. Merci. Donc on a commencé à voir un petit peu comment la gastronomie s'était adaptée à ces régimes sans. Alors peut-être qu'on peut reparler un peu des chefs de cuisine avec vous, Faustine. Alors malheureusement, on n'a pas le chef pâtissier, voilà, Jean-Nicolas Jean-Thomas, avec nous. Mais lors de la préparation de cette table ronde, il nous parlait de ces pâtisseries sans sucre et effectivement, il a réussi à être tout à fait convaincant, autant voilà, sur le visuel de ces pâtisseries. Il a un site internet et elles sont tout à fait alléchantes. Mais il nous redisait à quel point ça avait aussi un prix, ce genre de pâtisserie sans sucre. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'effectivement, même les pâtissiers se sont mis en tout cas à cette idée de retirer certains aliments qui semblent un peu indispensables dans la pâtisserie pour pouvoir coller aussi aux attentes des consommateurs. Alors donc, futurs ambassadeurs des régimes sans, nos chefs de cuisine. Bon, en tout cas, certains le sont, très clairement. Et on ne fera pas sans eux. Parce qu'ils jouent vraiment un rôle absolument essentiel dans l'évolution de nos pratiques et même de nos goûts. Et on voit très bien aujourd'hui comment les chefs, alors les grands chefs très spécifiquement, sont très très médiatisés. Et ce sont à la fois des ambassadeurs de ces régimes sans, alors c'est sans ou moins, hein, on peut en discuter, et puis des précurseurs des nouvelles tendances. Et ils sont essentiels, vous évoquez le plaisir, vous l'avez évoqué aussi. Je ne pense pas que l'on puisse faire évoluer nos pratiques alimentaires si ce qu'on a dans l'assiette n'est pas bon. Voilà, donc c'est pas possible. Et les chefs de cuisine, alors les grands chefs, alors évidemment on a tous en tête Ducasse par exemple ou Alain Passard quand on pense aux légumes, mais aussi des chefs plus ordinaires et puisqu'ils jouent aussi en restauration collective, ce sont des lieux extrêmement importants où on peut faire évoluer les goûts. Et si c'est savoureux, on a plus de chances que ce qui est proposé, ça s'inscrive et que ça devienne une habitude et une pratique alimentaire quotidienne. Alors, il évoquait la difficulté, alors le coût. Moi, j'évoquerai aussi la difficulté qu'ont les chefs de cuisine à faire évoluer les pratiques. Et là, je voudrais me référer, alors il y a une thèse très intéressante d'Arnaud Lamy qui a travaillé sur la perception de la réduction de la viande chez les grands chefs de cuisine. Et il a montré que c'est complexe quand même, qu'il y a des réticences extrêmement fortes dans une culture culinaire française où la viande a été, jusqu'à présent, c'est pas moi, tout à fait centrale. Sabotage. Donc il a très bien montré comment les chefs de cuisine française sont très sensibles aux questions de santé évidemment et aux questions d'écologie, mais que réduire voire diminuer la viande dans leur pratique, ce n'est pas du tout une priorité. Donc ils vont s'attacher à un certain nombre d'éléments qu'on a évoqués, favoriser des approvisionnements locaux, favoriser des éleveurs qui sont attentifs au bien-être animal, c'est quelque chose de très important, limiter le gaspillage quand il s'agit des produits carnés. Donc tout ça, ils le font, c'est quelque chose d'ancré. Diminuer ou réduire la viande, il y a encore de très très fortes réticences et je rappelle quand même qu'une grande partie de l'héritage culinaire français a fait que le légume, c'était un accompagnement et qu'au centre, c'était la viande et le poisson. Mais l'eau a coulé sous les ponts et on voit que ça avance. J'évoquais Ducasse, j'évoquais Alain Passard. Je pense aussi à tous ces restaurateurs, ces chefs qui sont engagés dans Éthique Océan et qui s'engagent par exemple à cuisiner sans toutes les espèces qui sont menacées. Le cuisinier, le pâtissier que nous n'avons pas eu travaille sans sucre. Certains essayent de travailler sans chocolat, sans café, sans vanille, parce que ça, c'est pour des considérations environnementales. Voilà, je pense qu'on peut aussi se dire qu'on peut en faire un peu moins, parce que la question du plaisir, elle est, malgré tout, on est dans une table ronde sur la gastronomie, elle est absolument essentielle. Oui, mais
Je crois que le problème des chefs, les chefs sont des professionnels qui savent faire du bon avec n'importe quoi. Vous leur donnez n'importe quelle matière première qu'ils ont choisie quand même souvent, mais n'importe quelle matière première, ils vont faire du bon parce qu'ils savent faire. Mais est-ce que c'est exportable? C'est des porte-drapeaux, c'est très bien, c'est des flyers, mais est-ce que ça a un sens là en termes de population, en termes de consommation courante? Sur le 100, non. Sur le 100, je ne pense pas. Sur le moins, ils ont certainement un Sur rôle. le moins peut-être, oui. Mais de toute façon, le discours nutritionnel, c'est le moins. Ce qu'évoquait C'est pas le 100, mais c'est le moins. L'an prochain, il y aura une table ronde sur le moins. Ce qu'évoquait le chef Hay ce matin, c'est que avant il y avait des pièces de viande de 150 grammes par assiette et aujourd'hui c'est plutôt 90. Donc ça c'est déjà du moins effectivement. Après on voit maintenant dans les produits lancés des produits qui vont être mi-végétal, mi-animal. Par exemple, il y avait le CIAL il n'y a pas longtemps à Paris, là, le Salon international de l'alimentation, et il y avait des saucisses moitié végétales, enfin moitié protéines végétales, moitié protéines animales, qui pourrait peut-être être une solution. L'idée étant que, vous l'avez souligné, on est omnivore et on restera omnivore, qu'il faut quand même, pour des questions environnementales notamment, peut-être de santé aussi, puisque c'est potentiellement cancérigène, réduire notre consommation sans pour autant tout arrêter. Mais les recommandations, moi je suis un peu toujours dubitatif par rapport aux recommandations. Enfin, partout, dans toutes les professions médicales, on nous fait des recos. On nous recommande ceci, on recommande cela. Et on veut qu'on diffuse ces recommandations. Ben, il se trouve que depuis maintenant 20 ans, en France, il y a un programme national nutrition santé qui émet des recommandations par le canal du gouvernement, enfin du ministère, vers les consommateurs, vers les médecins. Alors les médecins sont très peu réceptifs, je suis désolé de le dire, hein, je suis médecin, mais les consommateurs rechignent un petit peu à la tâche et ont du mal à faire passer ce type de message. Un exemple pour la viande, par exemple, actuellement, c'est 500 grammes de viande par semaine, donc 70 grammes par jour. Alors ça tombe de quoi? Ça tombe d'études épidémiologiques, c'est-à-dire qu'on compare des populations qui consomment pas, qui consomment trop, etc. Et on regarde quelles sont les maladies qui pointent le nez à la faveur de très gros consommateurs de viande, des petits consommateurs de viande. Donc on essaie de trouver quelque chose qui associe santé et plaisir, et on a abouti, par exemple pour la viande, à 500 grammes en France ou en Europe, à 750 grammes aux États-Unis. Pour la charcuterie, c'est 150 grammes par semaine. Hein. Et aux États-Unis, je ne sais pas, mais en tout cas pour la viande, vous voyez qu'il y a des disparités. Et donc on est en France à 500 grammes par semaine et 150 grammes par semaine de viande et de charcuterie. Ce qui veut dire qu'il y a de la place pour autre chose. On n'exclut pas la viande. 500 grammes, ce n'est pas exclure la viande. Mais il y a de la place pour autre chose. Autre chose, c'est le poisson, c'est les œufs, c'est les végétaux un petit peu compliqués, un peu travaillés. Je sais pas, un gratin au fromage, c'est quand même très bon. Il n'y a pas besoin qu'il y ait encore en plus des lardons et de la viande. Donc, il y a effectivement un discours nutritionnel qui va vers la restriction modérée sans perdre la notion de plaisir. Mais jamais à l'exclusion. Ça, les nutritionnistes ne proposent jamais d'exclure un aliment en tant que tel. Et on revient à la catégorie qui est sensible à ça, qui sont les jeunes cortiqués, entre guillemets, cultivés, et aussi les réseaux sociaux. C'est pour ça aussi que ça diffuse dans les classes sociales un petit peu moins élevées. Mais c'est vrai que l'argumentaire, et ce n'est pas l'argument santé, c'est rarement l'argument santé. C'est l'argument éventuellement on nous empoisonne. Ah, il y a des choses on nous empoisonne, on ne nous dit pas tout. Hein, Romanov, là, on ne nous dit pas tout. Et on nous cache des choses. Après, donc, il y a ce point-là qui est très très important. Il y a une défense beaucoup plus forte qu'avant des institutions de santé et une méfiance très très forte à l'égard de l'industrie agroalimentaire. Sur les réseaux sociaux, il y a un point que je trouve important, c'est que ce qui circule sans contrôle, sans aucun contrôle. Et une fois encore, je suis sociologue et je retombe sur mes marottes, mais malgré tout, ceux qui sont le plus aptes à sélectionner l'information, à trier ce qui est à peu près véridique de ce qui est complètement faux et qui circule quand même très très bien, ce sont les gens les plus informés et les plus diplômés. Et donc là encore, il y a des inégalités et je pense que là, en matière de santé publique, il y a quelque chose qui reste à faire sur les réseaux sociaux, clairement. Sur leurs mésusages, évidemment. Absolument, sur les mauvais usages, clairement. Il n'y a que 30% des consommateurs en France qui ont confiance dans l'industrie agroalimentaire. Ah oui, puis ça s'érode. Seulement 30%. Et de moins en moins, où
la remise en question de... Vous évoquiez le PNNS, donc tout ce qui est institutions traditionnelles de santé, les élites scientifiques, est remise en cause aujourd'hui beaucoup plus fortement que ça ne l'était autrefois. Ça nous pose question. C'est le peuple contre l'élite. Ça se retrouve à tous les échelons de la population et à tous les domaines d'activité. Et les réseaux sociaux. Que ce soit la politique, oui, que ce soit la absolument. science. La nutrition. Et les réseaux sociaux participent. Enfin, c'est une caisse de résonance absolument formidable ou terrifiante, mais enfin énorme. Très bien. Est-ce que c'était vos derniers mots pour mes invités? On va pouvoir ouvrir ce débat qui a déjà un petit peu débuté entre nous à la salle. J'imagine que vous avez tous des milliards d'interrogations qui sont venues. Je vous remercie déjà pour la qualité de vos propos et des éclairages que vous avez apportés. Et je vous propose 30 minutes de temps d'échange, de questions, remarques et réponses à nos invités. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà une question? Juste devant, nous avons une personne. J'aurai également quelques questions en réserve. Nous avons une autre personne devant, s'il vous plaît. Allez-y, madame. Oui, vous avez parlé des scandales alimentaires. Je n'ai pas l'impression que vous ayez parlé des derniers scandales alimentaires concernant les pizzas Buitoni et tout ça. Est-ce que ça a vraiment diminué la consommation des pizzas? Je ne le crois pas. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, on s'arrange avec les scandales alimentaires, d'une part. Et d'autre part, quand on dit effectivement je ne veux pas manger ça parce que c'est trafiqué et qu'on remplace ça par un produit de l'industrie qui est également traficoté, parce qu'une fois j'ai vu une émission sur Arte où ils étaient en train de comparer ce qu'était un cordon bleu fait par un chef et un cordon bleu végétarien ou vegan. Franchement, on n'a pas envie de manger un cordon bleu végétarien. C'est que de l'artificiel. Hein. Alors, il y a un grand gap entre ce que je dis et ce que je fais. En général, je veux dire, chez le consommateur. La meilleure preuve, c'est qu'effectivement, je veux manger plus sain, plus durable, meilleur pour la santé, pour la planète, etc. etc. Et l'aliment en France, le produit qui fait le plus gros chiffre d'affaires annuel, c'est le pot de 1 kg de Nutella. Le pot de 1 kg de Nutella. Le pot de 850 grammes étant dans le top 5. Donc, on évoquait tout à l'heure au niveau des boissons. L'eau vient de passer, la cristalline vient de passer, mais Ricard a été numéro 1 pendant des années. Donc, effectivement, il y a un gap entre ce que je dis et ce que je fais, forcément. Et le consommateur, c'est lui qui choisit à la fin. Hein. Donc, pour la pizza Buitoni, effectivement, Buitoni a été retiré des rayons. Donc, eux, ils ont perdu du chiffre d'affaires, mais forcément, les gens se sont reportés sur les autres pizzas. Mais là, c'était un petit peu peut-être différent parce que c'était vraiment un problème sanitaire dans l'usine en question. Ah non, ils ne vont pas changer leurs habitudes pour ça, bien sûr. Jean-Louis, une réaction à ces propos? Réaction, oui, bien sûr. La chimie RN, quand on essaie de transformer une matière en une autre matière, il faut recourir à des expédients. Alors, j'ai vu la même émission sur Arte, c'est vrai que c'était un petit peu caricatural, comme souvent sur Arte, dans le domaine de la santé. Mais c'est vrai que moi, je connais bien Hervé Tis, que vous connaissez certainement. Pour lui, il n'y a que la chimie. Alors Hervé Tis, qui a d'ailleurs travaillé à Tours, je crois à un moment donné, avec, je ne sais plus, quelqu'un de l'Institut Rabelais, là. Bref, Hervé Tis me dit toujours, l'avenir c'est la chimie, et vive la chimie. Et il nous fait une cuisine maintenant note à note, après avoir fait une cuisine moléculaire. Bon, ça fait bien rigoler, mais d'abord c'est pas mauvais, moi je l'ai goûté, parce qu'il s'arrange pour que ce soit bon. On met des choses pour que ce soit bon et mangeable. Mais vous avez tout à fait raison, moi je suis pour les aliments au naturel. Pour la viande, je suis contre le steak végétal. Je sais pas, et quand on est vegan, pourquoi pas? On est bien obligé de recourir à des expédients si on veut se faire plaisir à la manière de ceux qui ne le sont pas, parce qu'il y a encore ça, il y a la mémoire du plaisir. Mais franchement, on
peut pas bien défendre cette attitude de façon systématique. Mais d'ailleurs, Pour les niches, d'accord, mais autrement, non. le steak végétal, il n'est pas consommé principalement par les végétariens ni par Non, les, non, je sais bien, mais il est fait ni par les véganes. Au départ, il est fait pour ça. Maintenant, il y a une publicité intensive. Là, le marketing autour du steak végétal est très fort. Et dans les grandes surfaces, vous trouvez largement aujourd'hui des produits de type... Et ça augmente. Oui, mais Donc, non. on achète. Non, ça augmente pas. Ça augmente pas En France, le marché est vraiment Parce égal. qu'il y a une pub qui fait croire qu'on consomme de plus en plus et de plus en plus de références dans les supermarchés. Alors, il y a de plus en plus de références, ça ne veut pas dire que le marché augmente, effectivement. Et par contre, on a vu que les consommateurs de ce type de produits, ce n'est pas forcément ni les véganes ni les végétariens, effectivement. Oui. C'est une enseigne suisse qui s'appelle Coop, un des plus gros distributeurs en Suisse, qui a fait une étude sur les consommateurs de ces produits dans ces rayons. Et ils ont trouvé, alors après les flexitariens, les végétariens, là c'est les substitariens, et qui en fait, pour répondre à la fameuse question « Qu'est-ce que je leur fais à manger ce soir ?», question qui revient tous les soirs, mesdames, je dis mesdames parce que ce matin on nous a encore dit que c'était largement le cas, et donc là c'était, après les saucisses purées et les coquillettes de jambon, je fais un steak végétarien avec des petits pois, et comme ça change, parce qu'il faut varier, on nous a appris à varier notre alimentation. Et les substitariens, ils sont capables sur un steak végétal de rajouter un œuf, de rajouter de la mayo, de rajouter du fromage, ça leur fait pas peur. Voilà. Donc c'est pas du tout pour la question végétale, pas du tout environnementale, pas rien du tout, c'est juste pour varier leur alimentation. Et c'est ça qui fait une grosse partie du marché en fait, aujourd'hui. Et ça stagne. On va prendre une autre question, s'il vous plaît. Oui, d'abord une remarque, je voudrais défendre Heravetis, parce que quand même, la chimie, elle est présente quand on fait de la cuisine, on fait de la chimie par défaut. Une cuisson, c'est une réaction chimique, ça peut donner un résultat catastrophique d'un point de vue sanitaire, ou au contraire, ça peut améliorer la constitution du plat en question. Donc, faut pas cracher sur la chimie comme ça, quand même. Je ne crache pas sur la chimie. Non, bien sûr. Juste une correction par rapport à la viande, parce que effectivement, vous mentionnez ce PNNS qui nous raconte 500 grammes de viande. J'aurais quand même rappelé que c'est 500 grammes de viande rouge, et que sur la volaille, c'est open bar, marqué dans le PNNS. Donc ça veut dire qu'on est quand même encore aujourd'hui, dans toutes ces réflexions qu'on entend, et on a l'impression, et encore ce matin, on dit oui, végétalisation, sauf que le PNNS, qui justement est quand même quelque chose qui est assez regardé, peut-être plus, comme vous l'avez mentionné, par les communs des mortels que par les médecins, parce qu'ils posent d'autres questions, on est sur des chiffres qui sont quand même très très loin de la végétalisation aujourd'hui. Ce qui fait beaucoup de débats dans la profession, parce qu'on se dit mais pourquoi ils ne vont pas plus loin ? Parce qu'effectivement ça reste, si je dis open bar pour le poulet et puis allez ok, seulement 500 grammes de viande rouge par semaine, on reste sur des quantités qui sont très largement au-delà du minimum nécessaire d'un omnivore. Donc en fait ça pose beaucoup de questions. Oui, mais alors est-ce que le PNNS, qui est quand même le discours officiel sur la nutrition en France, pourrait du jour au lendemain diminuer drastiquement les quantités de viande ? Enfin, sur l'alimentation, c'est un peu la politique des petits pas, et on sait tous qu'on ne change pas les pratiques alimentaires du jour au lendemain. Ça, c'est pas possible. Non, mais voilà. Et donc le PNNS, c'est pas pour le défendre. Hein. Moi, d'ailleurs, j'ai été fort mal accueillie par le PNNS quand je suis intervenue, quand j'étais toute jeune. Il l'a fait, il commence aussi à promouvoir le végétal, les légumineuses. Donc ça bouge un peu, ça bouge peut-être trop doucement, mais... Oui, ils ont rajouté 2 fois des légumineuses par 2 fois par semaine. Si. Bon. Mais surtout, pourquoi la viande rouge ? Parce que c'est ça qui pose problème d'un point de vue santé. Là, du coup, le PNNS, a priori, le poulet, il n'y a pas de restriction sur le poulet au niveau santé, en tout cas. Le PNNS se base sur un modèle qui est le régime méditerranéen. Le régime méditerranéen, c'est ce qu'on appelait autrefois le régime crétois. Et on nous avait vendu ça comme la panacée, comme le régime santé par excellence. En réalité, c'est un régime qui est un régime équilibré, qui fait la part belle à beaucoup de choses, mais il y a peu de viande, il y a pas mal de produits laitiers, il y a bien sûr énormément de fruits et légumes, et puis il y a des graisses particulières, cette fameuse huile d'olive, et il y a du vin. Du vrai vin. Un peu. Ce qui fait que dans le PNNS, par exemple, ou dans les pyramides alimentaires du PNNS, on a une base qui est constituée par la flotte, de l'eau, liquide, ensuite par des légumes, par des féculents, ensuite par des féculents de céréales, ensuite par des fruits et légumes, et puis tout en haut, la viande et les produits gras. Et le sucre en tout petit aussi, en sachant que la chasse au sucre dont j'ai parlé tout à l'heure est une chasse au sucre qui est aujourd'hui excessive,
Elle consiste simplement à dire arrêtez d'ajouter du sucre en tant que tel. Alors on stipendie les industriels parce qu'il y a toujours un peu de sucre, il y a toujours du maltodextrose, toujours un peu de quelque chose, du sirop de glucose dans tous les aliments aujourd'hui ou presque. C'est vrai que ça nous agace, mais c'est leur process de fabrication qui est issu des panels, parce que tous ces produits sont goûtés avant d'être mis sur le marché et ils correspondent à un goût qui satisfait le consommateur et aussi à des procédés industriels et à cette fameuse chimie. Ben oui. Donc, pour revenir au sucre de façon très sérieuse, il faut vraiment mettre le haro sur les sodas à table. Ça, je crois que c'est vraiment notamment pour les enfants. On va prendre une seconde question, s'il vous plaît. Devant, j'ai 2 personnes qui souhaitent des micros. Ah, excusez-moi. Bonjour. J'avais une question par rapport, on a mentionné l'alcool, enfin le vin sans alcool, et je voudrais savoir, est-ce qu'il serait possible de faire un accord mets-vin avec un vin sans alcool? Alors oui, bien sûr. C'est-à-dire que un vin. Alors déjà, on va parler un peu réglementation. On n'a pas le droit d'appeler ça un vin sans alcool. Déjà, c'est interdit par la loi. On appelle ça un vin désalcoolisé, c'est-à-dire qu'il y a un process supplémentaire de désalcoolisation. Le vin sans alcool peut aller jusqu'à 0,5% de volume d'alcool aussi. Donc c'est pas forcément 0,0. Oui, bien sûr, on peut faire des accords mets-vin. Le vin désalcoolisé, ça reste une boisson qui est consommée surtout à table. Donc on a les mêmes principes qu'on peut avoir sur des vins traditionnels ou des vins nature. Après, on a aussi d'autres boissons qui sont aussi élaborées par des chefs cuisiniers. On va appeler ça des boissons gastronomiques qui sont faites à base d'infusion, de thé, de macération, de fruits, de légumes. On est sur des produits qui sont assez nouveaux avec toute la gastronomie et les chefs et leur imagination. Ils savent très bien accorder justement ces boissons-là avec les mets. Merci. Kylian m'a donné le micro, alors j'en profite. Bonsoir, je suis un collègue de Jean-Thomas Schneider, donc je le connais, je sais ce qu'il fait. Et justement, je voulais vous apporter un petit topo sur les glaces sans sucre, puisque c'est mon domaine également. J'ai passé le concours de meilleur ouvrier de France en 2007 et j'ai fait à l'époque une glace sans sucre, sans gluten, un cornet sans gluten, etc. Aujourd'hui, si je dis à l'assistance, j'ai fait deux glaces dernièrement, j'ai fait un exercice de style pour une revue internationale qui va paraître d'ici la fin de l'année, sur 2 glaces spéciales indice glycémique bas, pour des gens qui auraient des problèmes de ce style-là. Sauf que si je vous dis aujourd'hui que dedans, il y a du lait, il y a des protéines laitières, il y a du maltitol, du xylitol, de l'inuline, du sorbitol, de l'érythritol, etc. Je ne suis pas sûr qu'à la lecture de l'étiquette, vous ayez envie de la manger. En revanche, quand je fais goûter ces produits à des personnes qui sont très sensibles au sucre et qui ont l'habitude de faire des dégustations à 1 Brix près, c'est-à-dire à 1% de sucre, de faire la différence à 1% de sucre près, elles me disent toutes, c'est très bon, sauf qu'il n'y a pas 1 gramme de sucre dedans. Voilà. Donc on est capable de faire des produits sucrés sans sucre. Alors avec tout le respect que j'ai pour Jean-Thomas, ces glaces ne sont pas sans sucre, il y a moins de sucre, mais elles ne sont pas sans sucre. Il y a du dextrose, il y a aussi d'autres produits qui composent ces recettes. Donc voilà, il faut faire attention à la lecture et à ce qu'on dit, c'était juste pour préciser tout ça. Et il y a un article qui a dû paraître ce mois-ci dans le journal du pâtissier, je n'ai pas eu encore l'occasion de le lire, un article de Berry Farah, qui est un pâtissier québécois, qui fait des recherches par rapport à tout ça, et il a suivi une étude également dernièrement sur le sucre, et en tout cas sur les produits pouvant remplacer le sucre, qui aujourd'hui, on remet un petit peu en question l'utilisation de ces sucres-là, et peut-être qu'il faut revenir à manger un petit peu moins, mais tout comme la viande, un petit peu moins de sucre, mais le manger mieux, plutôt que de vouloir tout éliminer. Oui, votre glace... Oui, juste un commentaire pour l'érythrol et le xylitol, etc. Ce sont des sucres
qui ont le goût sucré, Oui, mais qui ont une métabolisation très différente du sucre de cuisine qu'on appelle le saccharose, ou encore du fructose. Donc, ils ont le goût, mais ils n'ont pas le destin métabolique du sucre habituel. on est d'accord. Mais ceci dit, vous avez tout à fait raison, on ne peut pas faire de pâtisserie sans sucre. Mais la glace dont vous parlez, quand vous la commercialisez, vous mettez elle s'appelle comment? C'est pas glace sans sucre? Alors, celle dont je vous parle, c'est de la glace sans sucre. Il n'y a Oui. aucun gramme de sucre ajouté. Mais elle s'appelle? Elle s'appelle pas parce que je commercialise pas. D'accord. Je Ok, fais- là, c'est juste un exercice de style de la recherche, c'est tout. pour essayer. Ok, Pour parfait. prouver qu'on peut le faire et que c'est spatulable à une température de service dans une vitrine que chaque glacier pourrait avoir au bord de la mer. Alors, pour autant, aujourd'hui, si je fais de la formation, hein, donc je rencontre beaucoup de professionnels qui veulent faire des glaces sans sucre ou des glaces sans ceci, des glaces sans cela. À un moment donné, ça s'appelle de la glace pilée. Et des produits comme ça reste atypique pour un pourcentage de clientèle qui l'est tout autant. Parce que si on met un bac de glace sans sucre dans la vitrine, on ne le vendra pas. Donc c'est pour une clientèle vraiment ciblée qui va le demander. Donc s'il y a un besoin, le pâtissier ou le glacier aujourd'hui peut répondre à ce besoin, mais ce besoin, il a aussi un coût, tout comme le vin sans alcool, pardon. Merci. Merci. Nous avions 2 questions, donc au 3e rang, s'il vous plaît, juste ici. Monsieur, excusez-nous. Madame. Oui, vous sembliez être très étonné que les consommateurs se méfient un petit peu de l'industrie agroalimentaire. Comment s'en étonner quand on sait qu'on met du sucre dans les lasagnes pour les décharges de dopamine et le côté addictif, quand on sait que dans les jus de fruits qui sont notés sans sucre ajouté, pour ne pas citer Tropicana, on a une quantité de sucre ajouté qui est tolérée par l'industrie agroalimentaire et par la législation. Et au-delà de cette quantité, oui, on va mettre sucre ajouté. Et c'est complètement trompeur pour le consommateur qui essaie d'avoir une alimentation saine et qui se fait duper. Quand il s'aperçoit de ça, que voulez-vous, il a un doute sur l'industrie agroalimentaire. Et c'est normal. Oui, mais il me semble bien avoir dit que le consommateur avait de bonnes raisons d'être très très méfiant à l'égard de l'industrie agroalimentaire. Ce que je voulais souligner, c'était ces tensions qui traversent le domaine de l'alimentation en ce moment, entre d'une certaine manière, on mange quand même de façon plus saine, enfin les chiffres que vous avez donnés sont aussi très parlants, ça c'est mieux, et puis effectivement, il y a aussi beaucoup de choses qui sont beaucoup plus négatives, et donc voilà, c'est des tensions qui traversent le domaine de l'alimentation, et je l'ai dit, le consommateur a de bonnes raisons aussi de se poser un certain nombre de questions. Tous les additifs et tous les colorants, etc., Non, mais on est c'est d'accord. normal. Moi, je voudrais juste vous répondre sur Tropicana. Je n'ai pas d'action chez Tropicana et je ne connais pas le produit en question, mais à partir du moment où c'est un pur jus de fruits, vous n'avez absolument pas le droit, il y a 0 sucre ajouté. Il y a les sucres présents naturellement dans le fruit, il y a 0 sucre ajouté. Par contre, s'il y a des nectars, il y a d'autres appellations. Et très récemment, la réglementation a changé. Les purs jus de fruits ont le droit maintenant de désucrer avec des méthodes d'ultrafiltration, par exemple. Et donc, ils peuvent avoir ça va vous faire un pur jus de fruits moins sucré que si vous pressiez votre orange, parce que technologiquement, ils ont enlevé du sucre. Mais sinon, c'est très récent, c'est de cette année ou de l'année dernière. Je ne connaissais pas ça, mais l'histoire de rajouter une partie, et ça qui était permise par la législation, ça a existé. Pas à ma connaissance. Bon, c'est ce que j'ai appris dans mes formations. Voilà. Ça doit être cité dans les ingrédients, hein, quand il y a un ajout de sucre à type saccharose, en tout cas pour le 100%. Mais bon, la leçon, c'est peut-être pressons nos oranges. Effectivement, on aura moins de méfiance face à l'industrie. Merci en tout cas pour votre remarque. On va laisser la parole au monsieur qui lève la main depuis tout à l'heure. Merci. Et ensuite... Oui, vous avez beaucoup fait l'éloge de la diversité alimentaire, mais aussi de savoir comment le comportement alimentaire peut changer. Moi, je voudrais parler un peu de la dépendance. Je suis frappé, par exemple, pour un plat alimentaire, on mange un cassoulet un jour, le lendemain, on n'a vraiment pas envie d'en manger. Mais par contre, il y a des produits où on est dépendant. On parle de l'alcool, on parle du sucre, on parle de...
le fumeur va fumer toujours la même cigarette, il ne sera pas lassé, mais il ne voudra pas celle d'à côté, parce que ça ne lui plaira pas. Alors là, je voudrais terminer en disant, est-ce qu'on peut imaginer un régime sans café? Est-ce qu'il y a une valeur nutritionnelle au café? Parce que je trouve que dans l'économie mondiale, il y a tellement de pays pauvres qui utilisent une grande partie de leur surface à cultiver quelque chose qui, je crois, est inutile à la santé, est inutile en alimentation. Est-ce qu'on peut imaginer un sans café? Je réponds. Bah, écoutez, oui, bien sûr. Moi, je déteste le café. J'ai jamais bu de café. Je bois du chocolat au matin. Bon, non, je veux dire par là que, bien sûr que, d'abord, le terme d'addiction est utilisé à mauvais escient. Il n'y a pas d'addiction au sucre, ça n'existe. C'est pas des véritables addictions. C'est pas comme l'addiction à l'alcool, par exemple. C'est le circuit de la récompense, mais c'est pas le circuit de l'addiction. Pour répondre au café ou au thé, ou encore au chocolat, est-ce que c'est utile à la santé? Non, bien sûr que non. Alors, que font les gens qui produisent du café, du thé et du chocolat? Eh bien, ils font des études pour démontrer que le café, le chocolat et le thé ont des vertus particulières. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des micronutriments, d'ailleurs qu'on retrouve aussi dans le vin. Par exemple, les polyphénols. Eh bien, on dit, ah, c'est formidable, parce que les polyphénols, chez la souris de laboratoire, quand on en donne des quantités, ça fait du bien. Et on extrapole ça à l'homme. Alors ça fait partie des travers de la science. Et les gens qui sont contre telle ou telle chose ou pour telle ou telle chose vont se nourrir précisément de ce genre de travers. Je ne sais pas, il y a des produits comme ça extraordinaires. Bon, dans le domaine des polyphénols, par exemple, on a montré que quand on fait boire, enfin, pas quand on fait boire, quand on donne des polyphénols à une souris, à des quantités importantes, elle est plus intelligente, elle se repère mieux dans les labyrinthes, elle est plus résistante, elle est même carrément increvable quand on la fait courir dans un tambour. Et on a dit, mais voilà, mais c'est formidable, il faut transférer cette substance à l'homme. Alors le problème, c'est que cette substance est contenue dans le vin rouge, précisément, et que l'équivalent de ce qui a été donné à la souris serait d'environ 800 litres de vin rouge par jour chez l'homme. Donc c'est juste pour vous montrer qu'il ne faut pas rêver. Donc, quand on vous dit que le café est sain, on a fait des grandes études de population pour montrer, par exemple, que les gens qui consomment 2 tasses de café normales par jour font moins de problèmes d'hypertension artérielle que ceux qui en consomment plus. Donc, vous voyez que le café n'est pas bon. Mais font moins de problèmes d'hypertension artérielle que ceux qui n'en consomment pas. Alors, où est la vérité? Donc, moi, ma religion est faite dans ce domaine. Vous ne buvez pas du café pour la santé. Vous ne consommez pas du chocolat pour la santé, même si ça contient des substances qui sont psychotropes, qui sont ceci. Les scientifiques vous diront, ouais, il y a des choses intéressantes. Oui, d'accord. Vous ne consommez pas du thé vert parce qu'il y a des antioxydants en quantité. Vous le consommez par habitude. Les Anglais consomment du thé, les Français consomment du café. Et pas n'importe quel café, pas le même que celui des Italiens, pas le même que celui des Américains. Un Français qui va boire du café américain, il rigole. Enfin, je sais pas, il dit c'est pas possible, ils boivent cette saloperie, enfin, c'est pas croyable. Donc, vous voyez, c'est des habitudes, c'est des traits, c'est des marqueurs. Alors, la sociologue peut parler, c'est des marqueurs d'une, j'allais dire civilisation, c'est un grand mot, mais d'une société. Avant que les Turcs ne soient arrivés du temps de Montesquieu, je crois que c'était à ce moment-là, avec leur café. Bien dans le micro, s'il vous plaît, Jean-Louis. On ne connaissait pas. Avant qu'on découvre l'Amérique, on ne connaissait pas le chocolat. Avant qu'on découvre l'Inde, on ne connaissait pas. Micro. On n'entend pas. Ah, excusez-moi, c'est pas intéressant ce que je dis. Non, mais je veux dire par là que c'est des manies de société, c'est des indicateurs qui sont intéressants, pour le sociologue en particulier. On n'a pas la même manière de manger, par exemple, indépendamment du thé et du café, on n'a pas la même manière de manger en France qu'en Allemagne, ou qu'en Angleterre, ou qu'aux États-Unis, sans parler des pays exotiques. Et indépendamment de la disponibilité alimentaire, parce que finalement, nos voisins ont la même disponibilité alimentaire que la nôtre, mais ils mangent, ils ont des manières de table qui sont différentes. Ils ont des choix alimentaires qui sont différents. Donc vous voyez qu'il y a un côté culturel extrêmement important, socio-culturel extrêmement important. Et ensuite, il y a un autre problème, c'est celui des classes sociales. Je reviens à ma histoire de classe. C'est le principe
Alors, je parlais de ruissellement, c'est pas bon, bien sûr. C'était pour me moquer de Macron. non, Mais c'était pour dire simplement que il y a des indicateurs de classe. En France, par exemple, les aristocrates avaient des manières de table, une façon de se tenir à table et de choisir des aliments pour se distinguer de la bourgeoisie. Et la bourgeoisie n'avait qu'une envie, c'est de faire comme les aristocrates. Donc il y a eu un nivellement entre les aristocrates et les bourgeois. Cette classe sociale, ensuite, n'avait qu'une hâte, c'était de se distinguer du peuple. Et le peuple, aujourd'hui aussi, n'a qu'une envie, c'est de faire comme les riches. Mais alors justement, sur les régimes sans, ce que les études montrent aussi, alors en tout cas en sociologie, c'est qu'adopter un régime sans, c'est une façon de se distinguer des C'est autres. une Et façon, de c'est un montrer qu'on totem. est tellement particulier qu'on a besoin de manger différemment. Oui. Mise à distance des pauvres, Oui. notamment, mais pas seulement. Sophie voulait réagir. Donc si vous ne buvez pas de café, si vous ne buvez pas de trucs, il y aura plus de terres arables, mais il n'y aura pas moins de santé. Je voulais juste nous rebondir sur le café parce qu'effectivement, il y a une question de durabilité dans cette histoire-là. Et là, le prix du café, le prix du cacao, le prix de l'huile d'olive, le prix du jus d'orange explose en ce moment pour des questions à la fois de dérèglement climatique et de transport des marchandises, etc. Et qu'on voit de plus en plus arriver des ersatz, un petit peu, on reprend en fait ce qui s'est passé pendant la guerre où il n'y avait pas de café qui pouvait arriver. Et donc on voit, alors la chicorée, on la connaît depuis longtemps, mais là, il y a des produits à base de lupin, il y a des produits à base d'autres céréales qui arrivent pour essayer de remplacer le café. Après, le café, on peut être accro à la caféine quelque part, et là, voilà, il faudra en rajouter. Il y Puis la avait chicorée du d'autres Nord. questions, La s'il vous chicorée plaît. du Nord qui bondit actuellement. On fera une table C'est ronde sur le bien parce que café. là. ça rebondit là, la question que je voulais intervenir. Ce qui m'a interpellée, Madame de Rival, dans votre intervention, c'est 50% des produits que nous consommerons dans 50 ans n'existent dans combien de temps? Dans 5 ans. Dans 5 ans n'existe pas encore. Donc l'alimentation du futur, quelle sera-t-elle? Du futur proche en plus. Du futur proche. Oui. Alors, quelle sera-t-elle? Alors, attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une révolution. Ça veut dire que ça peut être des produits qui évoluent. Donc, il y aura peut-être plus, effectivement, de produits végétaux sur nos étals. Typiquement, je vais reparler du Nutella. Le Nutella végétal qui vient de sortir, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont sorti un... Eh ben, a priori, il doit y avoir un peu de lait là-dedans. Il y avait du lait. Et donc maintenant, c'est du lait d'avoine ou du lait d'amande. Je ne sais plus lequel des deux. Mais en tout cas, ils ont fait une version marquée en gros végétal. Typiquement, ça, c'est une innovation. Donc, c'est un produit qui n'est pas révolutionnaire. Donc, je ne dis pas qu'on va complètement changer notre alimentation. Je dis simplement, ce ne sera plus les mêmes produits. Et donc, il y a des produits innovés. 80% des produits qui sont lancés ne passent pas la deuxième année. Donc, c'est vraiment un gros risque pour les entreprises. Et pire encore, pour moi, moi je trouve ça très effrayant. 80% des projets dans les entreprises ne sont jamais lancés parce qu'ils ont peur de se planter. Et je trouve ça dommage parce que parfois, il y a quand même des bonnes idées. Et donc, voilà, il faut oser, c'est à prendre un risque. Mais si vous ne prenez pas ce risque, eh ben, vous ne serez plus là dans 5 ans. Et il faut vraiment écouter les consommateurs, mais pas que. C'est Henry Ford donc, qui a lancé les premières automobiles avec le succès qu'on connaît. Il a dit, si j'avais écouté les consommateurs, j'aurais dû inventer des chevaux qui aillent plus vite. Mais en fait, voilà, c'était compliqué d'avoir ça. Et donc, il a lancé la voiture. Donc, il faut écouter le consommateur et ses attentes, mais après ça, pouvoir le transposer et pouvoir y répondre, puisque finalement, c'est de toute façon le consommateur qui a la décision finale et c'est lui qui achète. Une réaction? Non, c'est bon. On a encore 2 minutes pour une question, s'il vous plaît, tout devant. Ce sera probablement la dernière question, sauf si quelqu'un se manifeste et ne peut pas partir ce soir avant d'avoir posé sa question. Juste pour dire un mot sur les aliments ultra transformés qui sont la cible aujourd'hui des nutritionnistes, puisqu'on a un certain nombre d'arguments épidémiologiques, on n'a pas la preuve. Le micro. Donc les aliments ultra transformés, il faut a priori s'en méfier. C'est ce que les industriels proposent de plus en plus, à la demande des consommateurs d'ailleurs. Et donc l'industriel, en fait, il jongle entre la demande des consommateurs, entre le dire des nutritionnistes, de la science, entre guillemets, et puis la législation qu'il essaye de faire évoluer à son avantage sans y parvenir trop souvent.
Merci, on va écouter la question. Alors, vous avez beaucoup abordé la question de la santé, mais peu de la santé mentale, et notamment chez les jeunes et avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a quand même une omniprésence sur les réseaux de tous ces contenus, notamment qui touchent les jeunes, sur ce qu'on doit manger, pas manger, les tendances What I Eat in a Day, où on voit des jeunes filles avec certains types de régimes alimentaires que les jeunes essayent de reproduire, et qui nous poussent justement, nous, à essayer de suivre ces tendances, et qui parfois vont vers un extrême, et notamment les TCA, l'orthorexie, voire une certaine forme d'anorexie. Et vous en parliez, le consommateur est perdu, mais les jeunes aussi consommateurs sont perdus. Est-ce qu'on aurait un moyen, nous, d'être plus informés ou d'essayer d'avoir plus d'informations par rapport à ça ? Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Djokovic, qui est modélisant par rapport au son gluten. Vous avez raison, les réseaux sociaux et les stars qui peuvent être un modèle ou des influenceurs qui peuvent être des modèles qui n'ont aucune légitimité au niveau nutritionnel, au niveau de la santé, et qui font beaucoup de mal, effectivement. Alors, la seule solution que je vous propose, c'est de vous informer, et de vous informer auprès de personnes référentes, qui sont les nutritionnistes, les médecins, qui vont être compétents. On ne peut pas se penser que des stars de télé ou de cinéma ou sportifs ou ce que vous voulez soient compétents en nutrition. Ou de simples influenceurs qui peuvent être nos voisins. Et c'est là, je trouve, la difficulté des réseaux, c'est que ces stars, elles sont plus si loin de nous. Hein. Moi, j'ai grandi plutôt à l'époque des mannequins qui me semblaient très, très éloignés finalement de nous. Il y avait peut-être moins de transferts. Là, finalement, les influenceurs, c'est nos copains, c'est nos copines qui partagent ces contenus. Et alors, juste pour les moyens d'action, c'est ceux d'agir le plus tôt possible au bon usage des écrans, au bon usage des réseaux. Et ça, voilà, on attend aussi beaucoup de plans ministériels pour avoir des fonds financiers pour faire de la prévention. Mais en fait, il faut juste remettre en place de la prévention en milieu scolaire. L'éducation à l'alimentation dont on parlait sur la précédente table ronde, il faut qu'elle inclue aussi ce nouveau prisme d'information et de désinformation, malheureusement, dans les écoles pour qu'on puisse toucher le plus largement possible les plus petits, parce qu'en fait, ça arrive très jeune. Et on voit bien, avec la flambée de l'anorexie qu'on a... Je ne sais pas si c'est un bon usage des réseaux sociaux. Ça, c'est une première chose. Il y a des bons usages, mais tant que les pouvoirs publics ne s'empareront pas de cette question, qui est une vraie question et à l'heure d'aujourd'hui absolument pas résolue, c'est pour le PNNS 5, peut-être. On va leur suggérer. Mais il y a une vraie question. On peut informer, éduquer, sensibiliser aux bons usages et aux mauvais usages des réseaux sociaux. Ça, il faut retrouver un libre arbitre aussi et réussir à avoir cette distance par rapport à... Mais pareil pour les fake news qu'on peut avoir, pas seulement sur les réseaux sociaux, dans tous les médias. Hein. Donc c'est compliqué de faire la part des choses, et c'est là encore qu'il faut s'informer, avoir plusieurs canaux d'information et puis retrouver du bon sens peut-être aussi. Ceci dit, pour les troubles du comportement alimentaire, ce n'est pas que les réseaux sociaux, mais il y a un modèle. C'est le refus d'un certain nombre de situations, notamment le problème de la minceur, ça c'est un problème, qui dévie, qui aboutit parfois à l'anorexie, mais très souvent à la boulimie, paradoxalement. Et chaque fois qu'on met en place une restriction qu'on appelle cognitive, une restriction volontaire par rapport à l'usage alimentaire commun, notamment familial, eh bien, on risque effectivement de tomber dans le piège des troubles du comportement alimentaire. Donc mon message, mais c'est un message pieux, c'est de respecter justement, je suis désolé, je peux encore parler d'équilibre alimentaire, c'est de respecter l'équilibre alimentaire et la tradition alimentaire d'une société, d'une famille. Et le premier modèle alimentaire, c'est au niveau de la famille qu'on doit le faire. Et c'est une des raisons pour lesquelles, justement, on se rebelle. Parce qu'à l'adolescence, il y a une rébellion toujours. On refuse le modèle alimentaire. Et c'est aussi une façon d'aller vers des régimes sains. C'est encore une fois une façon de s'affirmer. Et quand on est ado, on s'affirme de façon forte. Et quand on s'affirme, c'est contre quelqu'un. Et habituellement, c'est contre son petit cocon familial. Et c'est une des causes des troubles du comportement alimentaire. Nous allons pouvoir clôturer les échanges. Nous vous remercions. Vous souhaitons un bon appétit pour ce soir. Et n'oubliez pas de manger avec plaisir avant tout. Hein. Bonne soirée à tous.